Affaire 15 millions de dollars, ça se raconte dans les salons UP de la capitale. La rue n'est pas en reste, elle aussi a sa façon de voir les choses. Nous allons essayer de comprendre ces dossiers au cœur des rouages des finances publiques en République démocratique du Congo. Il sera également question de la gratuité de l'enseignement primaire parce que il faut les reconnaître, à quasiment une semaine de la rentrée, il y a à boire et à manger. On en parle dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24 en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue à tous et à toutes sur ces plateaux. Je suis très heureux de retrouver Maître David Kimanga. C'est un analyste politique proche des caches. Bienvenue, Maître. Merci, John, pour l'invitation. À vos côtés, pour la toute première fois, Neville Mukoma. Lui, il est le coordonnateur national des Forces VK. Bienvenue, le coordonnateur national des Forces Vital Kamerhe. Je te remercie beaucoup, mon cher ami John. Merci d'être là. Et de l'autre côté, il n'est plus à présenter, c'est un habitué de cette tribune, c'est l'homme de la politicosomie. Il s'appelle Phocas Koukelemena. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. Et enfin, Lamouka sera valablement représenté par son porte-parole et membre de la cellule politique, Maître Steve Kivuata. Bienvenue, Maître. Merci pour l'invitation. Alors, quoi de plus normal que notre ami des forces AVK ouvre les balles? Neville Mukoma, Vital Kamerhe serait au centre, au cœur d'une obscure affaire autour de 15 millions de dollars américains. Avez-vous des précisions à nous apporter sur ces dossiers? Je te remercie beaucoup, mon cher ami John, de nous avoir fait confiance, de nous inviter sur ton plateau pour parler des questions de la République, surtout ce qui touche, ce qui sont les nôtres. Ici, il y a lieu de préciser, de dire clairement d'abord aux gens, il n'y a pas eu une affaire de 15 millions qui est collée à M. Vital Kamerhe directement. Non. Ce sont des montages, les gens qui se sont réunis dans un coin, qui ont amené des montages à la place publique, qui ont alimenté des réseaux sociaux, justement pour salir l'image de Vital Kamerhe. C'est un montage. C'est un montage de toutes pièces. Qui a amené des preuves? Qui a des éléments beaucoup plus tangibles qui peuvent justifier qu'il y a eu une disparition de 15 millions de dollars qui serait responsable de Vital Kamerhe. Il n'y a pas de preuves. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas un fainéant, n'est pas un naïf comme les autres voudront bien lui faire passer. Ce n'est pas un monsieur où on va lui faire cochonner des choses dont il ne peut pas assumer. Vital Kamerhe dépend d'une institution. Vital Kamerhe dépend d'un chef qui est le chef de l'État. Dans ce pays, nous avons un chef de l'État qui ne cache pas sa langue, un chef de l'État qui ne cache pas des fois son humeur. Nous avons vu dans beaucoup de cas. Vous pensez que si Vital Kamerhe était vu dans un dossier sale, du genre 15 millions de dollars, il sera encore à côté du chef de l'État? Je ne pense pas du tout. Ce sont des montages, les gens qui se sont... Mais si le chef de l'État lui-même est complice? Je ne pense pas Là, du ça tout. s'explique. Je ne pense pas du tout, parce que nous avons un gouvernement, nous avons un pouvoir qui prend l'état de droit, où l'état de droit est respecté, se fera respecter à toute personne. Ici, il y a seulement une aventure de mécontents. C'est ça en fait la vérité. Il faut qu'on révèle la vérité. Les mécontents par rapport au partage? Justement, c'est une affaire de mécontents. Vous savez, je vais vous relater une histoire, mon cher ami John. Vous savez, dans un mariage, il y a la famille de l'homme et la famille de la femme. Pour bien des cas, la famille de l'homme, à un moment, ils viennent à la maison avec un peu d'arrogance, avec un peu de comportement un peu bizarre, et ils se croient toujours que leur frère les appartient toujours qu'à eux seuls. Mais ils oublient que leur frère est marié à une femme et il compose un foyer. Et si ce dernier est en train de rappeler aux frères de l'homme que ce que vous faites, ce n'est pas correct. Ici, nous sommes dans une famille, nous sommes dans un foyer, nous avons un comportement, ça c'est une administration, il y a un comportement à suivre par rapport à une administration. Mais c'est ça justement le problème, où les gens se sont allés se mettre en accord avec les ennemis d'hier, justement pour publier des aventures à la place publique. Il n'y a pas lieu ici d'un cas du genre 15 millions, que M. Vital Kamerhe se vit dedans. C'est faux et archi faux. Et ici, nous sommes venus dans ce plateau pour rappeler, pour informer à quiconque
Honorable Vital Kamerhe n'a jamais été vu dans un dossier du genre 15 millions de dollars. Non, mais le fait qu'il y ait interdit ou suspendu une enquête en cours, c'est là que ça soulevait des vagues. Comment le directeur du cabinet du président de la République, une enquête en cours où son nom serait même cité dans un sale dossier, et lui, curieusement, contre toute entente, il suspend cette enquête. Comment vous allez l'expliquer? Comment vous allez le justifier? C'est moi qui étais en train de te parler tout à l'heure sur un comportement. Oui. Nous avons un souci sur la procédure. La procédure, c'est que l'honorable Vital Kamerhe a suspendu le directeur de cabinet du chef de l'État. Ce n'est pas l'opération. Ici, nous parlons de la procédure. Ce n'est pas l'enquête en soi. Non, 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 nous parlons de la procédure. Si la procédure n'a pas été respectée, il est le chef cabinet du chef de l'État, il est le directeur de cabinet, il en a la responsabilité de ramener quiconque dans le droit chemin. Mais comment devait être la procédure alors dans ces cas? Mais la procédure, le chef de l'État étant le chef de l'État une institution, il a un cabinet autour de lui. Et dans les cabinets, nous avons le directeur de cabinet qui est le chef du cabinet. Si le chef de l'État peut instruire aux inspecteurs de finances, si à travers son directeur de cabinet, il ne va pas instruire aux finances à travers un conseiller. Ça ne se passe jamais comme ça. Dans une république sérieuse. Donc là, vous voulez dire qu'il y a un désordre qu'on ne peut pas décrier au sein du cabinet du chef de l'État. Nous ne parlons pas du désordre au sein du cabinet. Mais oui, parce il y a des gens, ça serait un conseiller principal qui aurait instruit à l'année. S'il vous plaît, mon cher ami John. Oui. Ici, je ne vais pas dire qu'il y a du désordre. Il y a ce qu'on appelle, j'ai même fait un exemple ici pour te montrer. C'est un mariage, c'est une famille, c'est un foyer où les membres de la famille de l'homme veulent se comporter comme si la maison de leur frère les appartenait aussi. C'est ça en fait le problème. Donc c'est un règlement de compte à l'interne. Ici, il y a les gens dont la tête de directeur de cabinet ne leur plaise pas, dont la tête de Vital Kamerhe se disent que aussi longtemps que Vital Kamerhe est dans les cabinets, nous n'allons pas avoir l'occasion de faire passer nos comédies. Nous n'allons pas avoir l'occasion de faire passer toutes nos manœuvres. C'est ainsi qu'ils veulent à tout prix. Alors, je ne voulais pas vous acculer, mais dites-nous maintenant où seraient logés ces 15 millions de dollars américains. Mais ces 15 millions, si ces 15 millions ont été remis, oui, oui. Nous sommes d'abord dans l'hypothèse. Parce que ici, tu n'as pas des évidences qu'il y a eu d'abord ces 15 millions. Je crois que nous sommes dans les hypothèses. Ici, toi, tu ne vas pas me démontrer sur ces plateaux. Non, il y a eu 15 millions. Je suis en train les 15% des 100 millions. Je suis en train d'arriver. Ça a été décaissé. Je suis en train d'arriver. Oui. Et tant qu'un journaliste, si je te demande tout à l'heure ici un élément pour me démontrer qu'il y a eu 15 millions. Non, mais il y a eu 15 millions, c'est peut-être vous qui ne le savez pas. Je suis en train d'arriver. Oui, okay. Je suis en train de dire ceci. Le débat n'est pas à ce niveau, en tout cas. Je suis en train d'arriver. S'il y a eu 15 millions, tu es Voilà. journaliste, tu devais officiellement 15% des 100 millions. avec les éléments pour nous démontrer qu'il y a eu un 15 millions. S'il y a eu 15 millions, Oui. mais Vital dépend d'un chef. Vital est instruit par un chef. Vital n'agit pas en son propre nom. Ok. Vital n'agit pas en son Donc, propre si on nom. ne retrouve pas cet argent, c'est que Vital et son chef doivent nous expliquer. Non. Ils savent là où ça se trouve. Je ne suis pas en train de dire que Vital et son chef ont pris cet argent pour en faire quoi que ce soit. Non. Le chef de l'État, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il instruit à son directeur de cabinet ou Le suspens de l'enquête. Je ne suis pas en train de vouloir dire ça. Il a suspendu sur base de la procédure qui n'a pas été respectée. Merci beaucoup, Neville Mukoma. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national des Forces AVK. Force AVK veut tout simplement dire Força Vital Kamerhe. Heureusement que vous n'êtes pas seul autour de cette table. Il y a aussi un proche, un analyste politique proche de Cash, Maître David Chimanga. Lorsqu'il se raconte au sein de votre coalition-là, Cash, on voit des leaders, Vital Kamerhe et le président de la République. Une sombre histoire, une obscure histoire autour de 15 millions de dollars américains. C'est ça le peuple d'abord. Merci beaucoup, John, pour la question. J'aimerais ici rappeler un fait. Oui. Quand j'étais en train de suivre mon cher frère Neville Mukoma, j'étais en train de me poser 1001 questions. Parce que je pensais... vous voyez rigoler de Oui, parce que je pensais que mon cher frère allait donner des éléments probants
qui pouvait permettre à ce qu'on puisse dédouaner. Non, lui, il a tout rejeté en bloc. Non, ça veut dire, non, pas seulement rejeté, mais je n'ai pas senti un argumentaire allant dans le sens de dédouaner Vital Kamerhe de ce qu'on lui reproche. Écoutez, s'il vous plaît. C'est un montage s'il vous plaît, laissez-moi un peu aller avec mon raisonnement. On dit d'abord un problème de la procédure, que la procédure n'a pas été respectée. La procédure a été viciée. Moi, je me pose la question, cette procédure devait commencer comment? Écoutez, l'enquête a commencé par l'ANER. L'ANER a requis l'inspecteur général des finances. Et beaucoup se sont posé la question de savoir l'ANER est composé des OPJ. Non, mais qui a demandé à l'ANER d'entamer cette Non, écoutez, c'est dans les missions reconnues par le législateur. Écoutez, c'est ce que j'étais en train d'évoquer, laissez-moi évoluer. Oui. Lorsque vous lisez l'article 24 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale des renseignements, cet article énonce que cette agence, c'est une agence, c'est un service d'intelligence, l'ANER. C'est dans nos pays où on se joue de tels services, mais allez aux États-Unis, allez dans des pays sérieux, vous allez trouver que c'est un pays où tout est compris dedans. Ils ont la possibilité, ils ont la possibilité de requérir. C'est vrai, beaucoup de gens se sont posé la question, c'est une mission, un pouvoir unique du magistrat. C'est faux en ce qui concerne les officiers de police judiciaire de l'ANER. J'ai donné la loi, ils peuvent lire. Je peux me tromper effectivement sur la disposition, mais je pense que c'est l'article 24. Ils ont la possibilité de requérir tous les services en matière économique, en matière financière, en toute matière de l'évolution de l'État. Ça, c'est la première nuance. Et lorsque un service d'intelligence qu'on appelle l'agence nationale, c'est vraiment une toute puissance, oui, dans tous les domaines. Lorsqu'on a même énuméré, vous allez voir qu'on touche à tous les domaines de la vie. Et il requiert des officiers de l'inspection générale des finances. Pour un devoir précis, quoi de plus normal? Depuis que le président Félix est arrivé, il y avait une lettre du DIRCAB qui avait demandé à ce qu'on ne puisse pas, effectivement, tous les ministres, bien sûr, oui, qu'on ne devait pas effectuer des dépenses, à moins que ce soit pour le fonctionnement des services, mais sinon il fallait recourir à la présidence. Et il fallait effectivement mener des investigations sur les différents services, sur les différents ministères et sur différentes institutions financières. Je pense que la procédure n'a pas été viciée. Je mets quiconque à défi de dire que l'ANER n'avait pas compétence. J'ai donné les dispositions. C'est-à-dire l'ANER ne peut pas instruire l'IGF. Non, j'ai dit, mais c'est ça. Il a saisi l'IGF sur base d'une réquisition. Or, elle ne peut pas. Elle peut. Je vous donne l'ordonnance. Je vous donne l'ordonnance. J'ai dit l'ordonnance portant organisation. Il est de 2016, si je ne me trompe pas. J'en ai dans ma voiture, je peux prendre l'amener. 2013. Oui. J'ai l'ordonnance, je pouvais lire si je savais qu'il y avait une telle question qui allait se poser. L'ANER est compétente pour requérir, j'ai dit bien requérir, c'est le terme même que le législateur a consacré. Je l'ai lu, c'est comme ça que j'en parle. L'ANER peut requérir pour donner des missions à ces différents services, à l'occurrence l'inspection générale des finances. Bon, maintenant que l'inspection générale des finances commence avec cette mission, eh bien, on se trouve à une certaine étape ou une certaine phase où le DIRCAB intervient en interdisant la mission. Et puis il est intervenu un peu tardivement. Hein. S'il vous plaît. Il a laissé faire. Bien sûr, parce que déjà on avait assez de données. Oui. Moi je me pose la question, qu'est-ce que le DIRCAB reproche? Allons dans l'hypothèse impossible. La procédure. Que cette procédure n'a pas été respectée. Procédure viciée. Allons dans cette... Moi, je dis que la procédure n'a pas été viciée. Ouais. Mais allons dans sa logique que la procédure avait été viciée. Qu'est-ce que l'on reproche à ces inspecteurs? Parce qu'ils ont pris cet argent, ils les ont mis dans les poches, ou cette enquête allait avoir quel aboutissement? Moi, je pense que pour le DIRCAB, il aurait mieux fait, n'est-ce pas, de laisser la procédure continuer. Il aurait mieux fait. Pour qu'il n'y ait pas de suspicions. Maintenant, là, nous sommes en train de parler sur base de suspicions et qui se sont avérées par les éléments que les inspecteurs des finances ont brandis. Et ça ne s'arrête pas là. Regardez même la procédure qu'il y a eu
pour interpeller cet inspecteur. Manu militaire? Non, mais je pense que ça laisse à des suspicions énormes qu'il y a des gens qui se retrouvent. Monsieur John, j'aimerais que tu saches. La gestion cash. Non, la gestion cash. Je vous dis ceci, je vous ai toujours dit quand je suis sur ce plateau, Maître David Chimanga défend les valeurs de la personne, d'abord de Félix Antoine Tshisekedi. Ça, je dois le marteler. Attendez que je finisse. Je voulais corriger un fait. Nous assistons à un silence coupable. Je voulais corriger un fait. Non, c'est la gestion de l'État. C'est la gestion de l'État. Lorsque vous dites que si le chef de l'État lui-même était complice, non, John, Félix Tshisekedi, c'est... Par hypothèse. Non, ça veut dire que... Mais Félix Tshisekedi, c'est un homme de valeur. Vous savez, tout ce que les gens ont fait dans ce pays, Félix ne l'a pas fait. Mais on l'a jamais là où fait, les Moussitos se sont retrouvés, Félix Tshisekedi ne s'est jamais retrouvé. C'est la première fois là où les Fayoulou se sont retrouvés, Félix ne s'est jamais retrouvé dans cette histoire. Donc, mon cher frère Steve, c'est la première fois qu'il est aux affaires. Mais ça veut dire qu'il avait la possibilité aussi d'être aux affaires, mais il avait refusé à cause des compromis. Donc, c'est que tout le monde là de la Mouka, personne ne peut lever son petit doigt, adresser la parole à Félix Tshisekedi. C'est un homme sain, c'est un homme qu'on ne peut pas toucher en cette matière de corruption. C'est son directeur de cabinet. Alors, je dis ceci. Et si effectivement, la logique voudrait assez que, même si le directeur de cabinet s'est retrouvé dans cette histoire, pas de manière claire, il y a une manière, de la manière la plus diplomatique, parce qu'il s'agit quand même d'un DIRCAB. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le DIRCAB du chef de l'État. Et nous savons d'où est-ce qu'ils sont venus, nous savons comment est-ce qu'ils ont évolué dans les temps. Je pense qu'il y a plusieurs manières de les rappeler à l'ordre si il s'avérait effectivement que le DIRCAB se trouve dans cette histoire. Parce que je ne confirme pas, mais je dis, la manière dont les choses ont été faites, ça laisse à des suspicions. Mais n'impliquez jamais et ne cherchez jamais à impliquer le président Félix dans des sales coups, dans des sales draps. Mais réagisse. Non, mais ne vous en faites pas. Il va réagir, mais n'attendez pas qu'il réagisse publiquement. Ah bon? Bien sûr. Alors que l'affaire est déjà sur la place publique. N'attendez pas qu'il réagisse publiquement. Il y a plusieurs méthodologies par lesquelles le président de la République peut réagir. Maître Steve Kivuata de la Mouka, 7 mois après, cache des dossiers sales commencent à sortir de cette alliance. Vous de la Mouka, vous êtes dehors. Quelle lecture vous faites de cette affaire des 15 millions de dollars? Sans blague, John Chitende, j'ai pratiquement perdu ma voix parce que j'ai assisté à un spectacle désolant. Et c'est tout à fait normal, effectivement, lorsque, dans une démocratie où l'onction populaire vient du peuple, si vous ne l'obtenez pas, quelque part vous êtes maudit par ce peuple. Le pouvoir du peuple, on ne le vole pas. Le pouvoir du peuple, on le mérite. Et premièrement, quand j'entendais mon frère Neville, j'ai senti la langue de bois. Malheureusement, il a été remis sur orbite par son confrère de Cash. Parce qu'effectivement, quand vous entendez mon frère Neville, il dit... Il y a certains amis qui sont allés coaliser avec les ennemis d'hier. Alors je me pose la question, lorsque nous sommes dans un mariage, dans les ennemis d'hier, ils parleraient du FCC. Je pensais qu'ils étaient en coalition. À moins que vous me disiez le contraire. Donc s'il s'agit du FCC qui seraient les ennemis d'hier, alors ils sont en coalition avec eux. Donc il reconnaît qu'ils ont mis en place une coalition de gangsters, des ennemis, du peuple, malheureusement. Et il parle encore de mariage. Mariage contre nature, effectivement. L'homme doit couper le cordon ombilical de sa famille. Voilà, etc., etc. Mais malheureusement, l'histoire de 15 millions, ce n'est que la série de gabegies financières. Malheureusement, c'est lui qui le traite de ça. C'est celui-là qui a consumé tout son crédit budgétaire en 5 mois et il est en dépassement de plus de 200%. Et maintenant... J'aurais bien voulu qu'il nous explique, qu'il commence ne fût-ce que par la genèse. Parce que c'est que je sache, effectivement, cette histoire, ça sent mauvais dès le départ. Parce qu'effectivement, il s'agit de 100 millions de dollars qu'on devait payer aux pétroliers distributeurs comme étant subvention de l'État. Parce qu'effectivement, le pétrolier distributeur, deux fois, il vend du carburant
à un prix beaucoup plus bas que le prix du marché au niveau international. Alors l'État est censé le subventionner. Il fallait 100 millions. Déjà, ils vont payer 85 millions, le 15 millions reste. Dans un contexte où effectivement on a besoin d'argent, ils ont même besoin de beaucoup plus d'argent pour la fameuse gratuité de l'enseignement et bien d'autres dépenses, et même pour le voyage du président. Mais ils se permettent effectivement de sortir 100 millions pour qu'il y ait 15 millions qui puissent voler quelque part. Non, pas voler. C'est connu, c'est officiel que lorsque l'État paye une dette intérieure à une telle hauteur, il doit garder ou retenir 15%. On ne peut c'est une pas, pratique connue on ne peut pas, on ne peut pas. Mais c'est ça effectivement. Oui. Ils ont eu 8 mois pour faire des réformes. On ne peut pas accepter, dans un contexte effectivement où l'État a besoin d'argent, qu'il y ait ces gens, c'est que moi je vais appeler de gabégie. 15%, c'est beaucoup d'argent, et surtout avec 100 millions de dollars. 15% ne va pas dans les poches des privés. C'est toujours au ministère de l'économie. Non, mais effectivement, c'est ça le problème. 15% avec 100 millions pour un État qui n'a pas suffisamment de finances pour financer ses charges, c'est beaucoup trop. Il faut faire de réformes parce que, effectivement, même c'est qu'on rétrocède à la DGI, c'est pas le même pourcentage. C'est beaucoup trop dans ces cas précis. Donc, déjà là, ça sent mauvais. Mais malheureusement, comme on l'a toujours fait remarquer, les directeurs de cabinet ont un rôle de cabinet, mais il a commencé depuis longtemps à jouer le rôle tantôt du ministre de Finances et à la limite le rôle du Premier ministre. Et dans le cas de Spes, quand il parle de la rue, en réalité il s'agit de l'inspection générale de finances, organe habilité à faire le contrôle sur la gestion de finances de l'État. Mais sur demande de qui ? Mais sur demande, effectivement. Moi, personnellement, j'ai eu à critiquer le fait que l'ANER ait effectivement diligenté ses contrôles, parce qu'effectivement, c'est vrai que l'ANER a le rôle d'OPJ, selon la loi, je connais la loi, mais l'ANER est spécialisée sur des questions de sûreté intérieure et extérieure de l'État. Donc, si c'est une question de gestion courante des finances publiques, alors il aurait été mieux que l'inspection générale des finances d'elle-même, ou soit sur instigation du président de la République, qu'elle fasse ses travaux. Mais il faut noter ceci, que l'ANER a cette compétence de faire cette réquisition d'informations, même si à la limite, elle devait se limiter sur la sûreté intérieure. Mais il faut savoir qu'elle a actionné une procédure pénale. D'ailleurs, ils ont fait référence à un des articles de la procédure pénale sur la réquisition d'informations. Donc, comme l'inspecteur général de finances était dans la procédure judiciaire, obtenir des informations données à l'ANER, dont les inspecteurs ont la qualité d'OPJ, et eux devaient maintenant faire rapport au parquet. Donc, en principe, là où effectivement la faute a été commise par le directeur de cabinet, il ne peut pas bloquer une procédure judiciaire. Parce qu'on était déjà dans une procédure pénale, l'inspection générale de finances devait avoir des éléments donnés aux OPJ de l'ANER pour que ceux-ci transmettent au parquet. Et lui ne pouvait pas considérer que la procédure était viciée en disant que l'inspection générale de finances ne pouvait pas contrôler comment est-ce que les différentes banques ont implémenté cette question de fond. Donc, quelque part, vous sentez effectivement qu'il y a une certaine implication du directeur de cabinet qui est allé au-delà de ses attributions, comme d'habitude. Depuis longtemps, à un certain moment, il a joué un rôle de l'OPJ. À un certain moment, il a joué le rôle du Premier ministre. À un certain moment, il ordonnance les dépenses. Le rôle du président de la République. Il joue même le rôle du président de la République. Et dans une certaine correspondance, il dit « moi, le président de la République et moi-même ». Dans une certaine correspondance. Or, lui, il n'a pas une volonté propre. Quand il écrit au nom du président. Donc, vous sentez de l'entorse, il veut jouer le vice-président. Et malheureusement, il semble être pris les mains dans le sac. Malheureusement. Et tout ceci, c'est dans moins de 8 mois. On attendait le gouvernement, nous pensions que ces gens, même s'ils ont eu à voler le pouvoir du peuple, mais du moins sur le plan de la gestion, il y aurait un minimum de rigueur. Mais là, nous sentons qu'il n'y a aucune rigueur. D'un côté, nous avons un président
qui fait exploser ses dépenses à travers de voyages. De l'autre côté, son directeur de cabinet qui ne maîtrise pas. Où seraient logés ces 15 millions de dollars? Eh bien, moi j'estime que cette question doit être élucidée par la justice congolaise. C'est pas par la Cour des comptes? Non, bien sûr que non. J'ai eu à voir une correspondance de l'inspecteur général de finances actuel qui aurait saisi le parquet. Nous estimons que dans ce cas-ci, le parquet devrait effectivement... J'ai vu une certaine correspondance. Espérons que c'est vrai. Bon, je parle avec le guillemet. Je parle avec le guillemet. De toutes les façons, c'est la voie normale. De toutes les façons, on était déjà dans la procédure judiciaire, je vous l'ai dit. Parce que quand l'ANER a agi, elle a agi sur base de la procédure pénale, du code de procédure pénale. Donc, l'inspecteur général de finances devait obtenir des informations, données à l'ANER comme étant des OPJ, et ceux-ci devaient les transmettre au parquet. Donc, si effectivement ça s'avérait que l'inspecteur général de finances a directement saisi le parquet, eh bien, c'est cela la procédure normale. Mais c'est tout à fait normal. Si vous voulez la transparence, la justice, c'est pas un abattoir. D'ailleurs, c'est vous qui la saisissez. Affaire 15 millions de dollars qui soulève tant des vagues. J'étais quelque part dans une émission, le journaliste a voulu plaisanter pour demander Nani Aibi Yoyo Yabana. Donc 15 millions de dollars, c'est l'argent du contribuable congolais. Il est déjà pauvre. Pauvre. Vous venez encore voler comme ça pose non, mais quand problème. vous dites ça, en avez-vous la preuve? Parce que les mots voler, le verbe voler sorti de votre bouche. Jusque-là, personne n'a parlé du vol. Je vais avancer. Vous allez les démontrer. Vous savez, il y a eu une marche. De l'autre côté, ceux qui ont marché, ce sont des paisibles citoyens qui se reconnaissent à un être souverain, les détenteurs du pouvoir, les propriétaires de cet argent qui a disparu. C'est la société civile par les biais du mouvement citoyen. Ils ont voulu manifester des droits parce que je crois que c'est ça qu'on appelle l'éveil de la conscience nationale. Yoyo Yabana. Yoyo Yabana. De l'autre côté, il y a UNC qui s'est arrangé aussi pour marcher. Marcher pourquoi? Pour défendre Vital Kamerhe, le président, pour qu'il ne soit pas celui qui est indexé. Mais malheureusement, ceux qui étaient à la place, à l'endroit où il y avait place des évolués, oui. Un de leurs a communiqué de cette manière. Il dit, mais ceux qui en veulent à Vital Kamerhe, et ils ont déjà trop volé, parce que jusqu'à présent, ils n'ont jamais justifié l'argent qu'ils ont dit qu'ils avaient mis dans Bukangalonzo. Il s'agissait de 320 millions de dollars. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de justification. Alors, mais pourquoi il doit s'en prendre 15 millions par rapport à 320 millions. Voilà. Il n'y a pas cette communication, c'est de la mauvaise foi, ça. Cette communication dérange. Et quand vous regardez, il y a Cash, qui en réalité est composé de l'INC et l'IDPS. Mais quand vous écoutez mon cher frère, le maître David, il a l'amertume de ce qui s'est fait. Il ne veut pas défendre cette cause. Et l'inclinaison est allée vers INC. Et INC, par le biais de son représentant ici, il est en train de vous parler d'un montage. Et pourtant, mon frère, je t'informe qu'il y a un rapport officiel signé. Un rapport de l'inspection générale des finances. Vous en avez une copie, là? J'en ai, sauf que j'en ai dans mon téléphone, j'ai tous les éléments. Non, je vous dis. Dans ces rapports, c'est bien signé. On vous dit que dans ces rapports, l'historique est celle-là. L'argent qui devait être récupéré pour le compte du Trésor public, de 15%, le gouverneur de la banque aurait pu donner des injonctions pour que cet argent-là soit versé dans les comptes du comité de suivi des prix des produits pétroliers et de l'économie. Ouais. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc c'est logé là-bas. L'argent était bel et bien logé dans ces comptes-là selon l'ordre donné par
les gouverneurs. Et après? Mais puis après, Oui. l'argent a disparu. Comment ça? De ces comptes Oui. au Par profit. quelle magie? Écoute alors, parce qu'on trouve maintenant des traces, parce que ces comptes est au niveau de la banque Raobank. Oui. Maintenant, on regarde qu'il y a eu des transactions sur ce compte qui a fait dilapider, qui a fait disparaître cet argent. Il y a au moins de mouvements sur le compte le 23, le 27, le 31 mai et le 3. Ah bon? Ouais. Donc C'était à compte route. oui, cet argent-là a été Par palier. Par palier. Vous comprenez? Quelle destination? C'est ça le problème. Maintenant, il faudrait que ça soit justifié. C'est ça. Maintenant, les PGR, donc c'est-à-dire que l'inspecteur et son équipe, ensemble avec un des conseillers de la présidence de la République, ils ont constaté qu'il y a disparition de cet argent qui doit être nécessairement justifié. C'est alors qu'il y a eu blocage de la mission. Qui a bloqué? Voilà, il y a une lettre, vous savez, qui l'a écrite. Qui l'a écrite? C'est ça le problème. Le directeur des cabinets. Voilà, donc il n'a pas voulu. Mais au même moment... Il n'a pas voulu parce que faute de procédure. C'est un légaliste. Mais vous savez... On doit mettre Steve là, lorsque la forme pas. est visée, on ne regarde même pas les fonds. C'est pas maître qui va me J'ai déjà le décret loi ici avec moi. Oui. Déjà. Vous savez... Lorsque John, la forme est visée, J'ai déjà les décrets on ne touche loi. pas les fonds. J'ai déjà les décrets Si loi. On peut même vous débouter à cause de la forme. J'ai déjà John, les décrets loi. John, nous Faut devons montrer que la être, forme nous devons est être C'est sérieux. Focas qui a la John, forme. nous devons être sérieux. C'est une question très sensible, c'est la République. Vous savez, nous sommes déjà tellement pauvres. Nous avions décrié la gestion de FCC ensemble avec mes amis de l'INC. Je crois que la meilleure des façons de pouvoir laver Vital, tu devais démontrer. Mais vous savez que je ne sais pas si tu auras les sanctions après cette communication. Parce qu'ils t'ont suivi et tu n'as pas pu défendre INC. Franchement, ça doit être ridicule pour toi de pouvoir accepter de venir pour que tu rends trop ridicule encore par tes argumentaires la justification. Non, là c'est d'après vous. Hein. Mais Non, je ne sais l'ami n'a pas. pas été ridicule, ce sont des propos forts. Mon ami John, Ce sont des propos forts que je n'autorise pas. Si ça va choquer, je retire Mon ami John, rapidement. s'il vous plaît, Je retire rapidement ça. Non, s'il vous plaît. Je retire rapidement si ça te choque. S'il vous plaît. On ne gère pas l'État, la République avec les émotions. Moi, j'ai l'impression que mon cher aîné est en train... Non, s'il vous plaît, je suis en train d'arriver rapidement. Moi, j'ai l'impression que mon cher aîné est en train de parler avec beaucoup d'émotions. Il pense que la République est gérée avec émotion. Je croyais que quand il va dire les 2, les 3, les 4, les 23, on a déplacé les fonds, je me disais qu'il avait... Il y a un mouvement suspect. Je me disais qu'il avait les relevés bancaires. Je me disais ça, qu'il avait des relevés bancaires. Il a encore la parole. Je vois son papier à lui, où lui-même s'imagine des dates. Je ne sais pas, ce sont des dates où il s'est Je suis en train de parler d'un rapport qui et puis je vous donne la existe. parole. Je parle d'un rapport qui existe. Mais que tu n'en as pas. Je l'ai. S'il vous plaît, Non, je suis en train de prendre. J'ai pris les données sur mon téléphone. Pourquoi vous avez la parole? Et puis après, j'essaie un peu de copier parce que mon téléphone Mais est éteint. À la jugez fin, pas son appréciation. voilà, à la fin, je vais vous donner ça. Vous savez que il y a les 4e piliers dont les mandats qu'a Félix aujourd'hui veut que l'on puisse combattre la corruption et les crimes économiques. Moi, je pense que c'est simple. Comme l'a dit Maître David, il n'y a pas question de couleur d'individus. Nous regardons les faits. Quand ce sont des faits qui ne sont pas de nature à faire avancer la République, nous devons tous crier très haut. Franchement, Mais mon vous frère. dénoncez sans preuve. Sans preuve. On vous parle d'un rapport. Quelle preuve vous cherchez? On vous cite des noms. On vous cite les noms de l'inspecteur. On vous cite des noms on vous cite les noms des conseillers. Il y a des répartitions de ces 15 millions. Si peut-être chaque parti avait retiré sa cote-part, où est le problème? Il faudra vérifier. Quel parti? Non, parce qu'il y a une clé des répartitions. Non, ça c'est Il y l'argent a le pour les... ministère des Finances, il y a la présidence, il y a le ministère de l'économie qui doit aussi garder... Sinon, la conclusion Oui. ne serait pas une conclusion de frustration pour l'inspecteur. Peut-être c'est un conflit d'intérêts. Entre qui et qui? Parce que lui, l'inspecteur, Entre il les est en train de bénéficiaires. travailler pour l'intérêt du trésor public. Entre les bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est qui et qui? C'est le trésor public qui en est les bénéficiaires.
C'est ça, c'est simple, mon frère. Alors, pour terminer. Moi, je crois que nous devons abandonner ces genres d'habitudes. Nous sommes jeunes. C'est vrai que nous avons l'obligation d'apprendre aux vieux, mais quand le vieux fausse la note, nous devons les décourager. Nous ne devons pas les soutenir. Je dois annoncer la gratuité de l'enseignement, mais ce n'est pas vous qui allez ouvrir les balles. Mais pour les raisons d'équité, je dois quand même vous donner la parole. Peut-être que vous avez d'autres choses à ajouter parce que je sens que vous êtes scellés maintenant autour de cette table. Même votre ami de cash a pris des distances avec vous. Je comprends bien. Je me disais que j'étais en face avec les gens qui ont les éléments. Je me disais certainement ça sur ce plateau. Je vis mes co-débattateurs en train d'amener beaucoup de documents sur la table. Je me disais certainement que j'ai en face de moi les gens qui ont des éléments. Ils vont me démontrer noir sur blanc que Vital a volé l'argent de la République. Ils n'ont pas. Malheureusement, ils sont là avec de beaux discours, des réseaux sociaux. Ils racontent même les vies. À tout moment que vous demandez quelque chose, il te dit non, je vis à l'Internet. Je vis à l'Internet. On n'en convient pas que l'Internet soit un moyen de la communication. Mais quand on parle de choses beaucoup plus sérieuses comme ça, il faut amener les preuves. Parce que ce sont eux qui accusent. Il faut qu'ils amènent des preuves que nous avons vu ABCD. Il n'y a pas un parquet ici. Quand on parle de ANER, mais officiellement, mon ami Anar relevé ici, ANER n'a pas pour mission instruire l'inspection des finances. Je regrette que je sois à mon côté un ami, un juriste, encore de cette fois, qui malheureusement comprend à travers. Sur cette question, je vais lire la loi. J'ai même lu maître qui a essayé un tout petit peu de lui faire comprendre que ANER a pour mission la sûreté de l'État. C'est pas pour faire instruction, aux finances d'aller enquêter. Mais il peut acquérir pour des raisons d'enquête tout autre service que l'État. Mettre là, c'est comme chaque Congolais, il peut se sentir que les moyens de l'État sont biaisés, il paie. Mais ce n'est pas une mission qui revient à ANER officiellement. Non. Je suis étonné que mon ami qui est un avocat qui me dise ça. J'ai trop peur même de lui qu'un juge aurait un problème qui soit mon avocat. Il ne vous inspire pas tout à l'heure. Oui. Non, vous avez terminé. Oui. Non, s'il vous plaît. Juste l'article, s'il vous plaît. C'est très important. C'est pas pour courir. C'est très important. Non, écoutez, je suis avocat praticien. Je suis avocat praticien. Moi, quand je parle, j'ai donné une disposition légale. Et sur ce point, je suis très sceptique. Je vais vous lire la loi. C'est le décret loi numéro 003-2003 du 11 janvier 2003. L'article 3 dit ceci. Écoutez maintenant la leçon. Sous réserve d'autres missions lui conférées et à lui conférer par des textes particuliers, l'Agence nationale des renseignements a pour mission de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. À ce titre, elle a pour attribution notamment, premier point, la recherche, la centralisation, l'interprétation, l'exploitation et la diffusion des renseignements politiques, diplomatiques, stratégiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et autres intéressant la sûreté intérieure et extérieure de l'État. C'est la loi. Si vous lisez maintenant l'article 24 que je venais d'évoquer tout à l'heure, on dit ceci. Les membres du personnel de l'Agence nationale des renseignements visés à l'article 22 ont droit de requérir dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire l'assistance de la force publique et de celle des autres officiers de police judiciaire conformément aux lois et aux règlements. Là, j'ai lu la loi, je ne divague pas. Moi, quand je parle sur base des dispositions légales. Rencontrez maintenant cette disposition, la loi est là. Que l'ANER, on parle de plusieurs missions en ce qui concerne... Merci beaucoup. C'est ça. Il y a encore un autre thème. Alors, je crois que cette fois-ci, c'est maître Steve Kivuata qui va ouvrir les balles. Gratuité de l'enseignement. Quasiment une semaine après, quel est le constat qui se dégage? Non, en fait, j'aimerais effectivement qu'on ait peu de passion parce que je sens qu'on a beaucoup de passion. D'abord pour mon confrère. Je pense qu'en lisant l'article 3, il devait se sentir un peu plus apaisé parce que quand j'ai parlé, j'ai dit clairement que les officiers de police judiciaire de l'ANER peuvent effectivement s'intéresser à toute infraction dans tous les domaines, mais sauf que ça doit toucher la sûreté intérieure et extérieure de l'État. C'est ça les aspects spécifiques.
s'il considère que c'était un gros poisson qui aurait touché 15 millions et que pour le bouger, ça ne pouvait qu'avoir un impact sur la sûreté intérieure de l'État, là, je suis d'accord avec vous. Mais ce sont vos histoires entre vous du cash. Vous comprenez. Mais en réalité, c'est la mère elle-même qui apprécie si ça touche à la sécurité. Mais effectivement, c'est ça qui est grave. Moi, je suis d'accord avec mon confrère. Mais vous comprenez que leur mégestion a atteint ces niveaux-là de toucher la sûreté de l'État en moins de 8 mois. Mais c'est écœurant. Mon frère Nevi, comprenez que mon frère Phocas puisse se perdre dans la passion. Parce que l'ANER considère que vous dépensez trop de gabégie. De telle manière que c'est qui pouvait être contrôlé simplement par des institutions ordinaires. Mais c'est l'ANER qui le touche. Mais c'est extrêmement grave. Dans moins de 8 mois, que feriez-vous dans 3 ans? J'ai même peur, effectivement, pour la République. Effectivement, sur cette question de la gratuité de l'enseignement, nous sentons que nos amis, ils n'ont même pas peur de détruire le système éducatif de ce pays. Parce que, je rappelle toujours ce qu'un philosophe a dit. Il a dit, mais pour détruire un État, n'allez pas jeter la bombe atomique. Il suffit de détruire le système éducatif. L'autre fois, on l'a clairement dit. Malgré que les enseignants obtenaient ce qu'ils obtenaient, mais on faisait toujours le débat sur la qualité de l'enseignement, le procès sur la qualité de l'enseignement. Donc au-delà de la gratuité, il y a un grand objectif, la qualité de l'enseignement, et pour les parents et pour l'État. Parce qu'effectivement, comme l'a rappelé l'autre fois Phocas, derrière la gratuité de l'enseignement, et même son caractère obligatoire, l'État vise d'avoir un capital humain de qualité. Parce que ce sont les gestionnaires de demain, ces enfants que nous allons éduquer, probablement gratuitement. Ce sont des électeurs de demain. Ces enfants, effectivement, vont nous remplacer à un certain moment. Donc, il faut mettre de l'argent pour les éduquer. Donc, la gratuité de l'enseignement ne voulait pas dire, tout simplement, que aucun parent ne paye le frais. C'est là où on se trompe. Plus de 2 milliards. Ça ne voulait pas dire. Si la gratuité de l'enseignement était aussi simple, n'importe quel président allait le réaliser. Même Mobutu, qui a rétabli effectivement le paiement de frais de fonctionnement. Parce qu'avant 1977, l'école primaire était gratuite. Mais pourquoi on a commencé à payer? Parce qu'effectivement, l'État ne pouvait plus prendre en charge les enseignants. Et les statistiques actuelles démontrent que plus de 200 000 enseignants ne reçoivent pas de salaire de la part de l'État. Mais ceux-là recevaient au moins une prime grâce aux frais qui étaient payés par le parent. Mais vous supprimez le frais de motivation de parents sans prévoir, sans payer le salaire à tous les enseignants. Et ils indiquent seulement qu'ils ne vont payer que 15 000 sur 200 000. Donc, on parle de cas concrets. Il y a des enseignants qui recevaient de primes que vous supprimez, mais vous ne prévoyez pas d'autres primes. Parce qu'ils ne recevaient pas de salaire. Et leur salaire, c'est des 135 000 francs. Vous ne l'améliorez pas. Mais vous leur dites, l'enseignement est gratuit, vous devez maintenant enseigner plus d'élèves. Et ceux qui sont des écoles conventionnées catholiques, des écoles publiques, mais dont on a légué la gestion aux catholiques, c'est plus de 70% des écoles de l'État. Ceux-là recevaient une prime de 300 $ ou 400 $. Collège Boboto, Collège Bonsomi, je suis un ancien d'un collège jésuite, Collège Bonsomi. Eh bien, ceux-là, on leur enlève les 300 ou les 400 $, mais l'État ne donne rien en contrepartie. Et on m'apprend même que les enseignants ont bloqué les toilettes au niveau du collège Boboto. C'est inacceptable. Il y aurait une école. Mais c'est une façon pour eux déjà de contester. Mais dans l'entretemps, qu'est-ce que l'État prévoit? Rien. On interroge le président proclamé Félix Tshisekedi, il dit il n'en sait rien. Probablement dans quelques mois ça pourrait marcher. On attend en savoir plus du Premier ministre. Il n'en parle pas. Il fouille tous les chiffres. Silence radio. On lui a posé même la question. Moi, aujourd'hui, j'étais en train d'attendre pour avoir sa réponse. Il y a un député du FCC qui a demandé, on veut en savoir plus.
sur la programmation de cette gratuité. Aujourd'hui, il n'y a pas répondu. Donc, on est comme ça, en pleine rentrée scolaire. C'est un effet d'annonce. En pleine rentrée scolaire, on aura 4 mois d'année scolaire cette année, ou du moins un trimestre. Oui. Lui-même, le Premier ministre, ne prévoit pas de présenter le budget de 2019, c'est-à-dire le trimestre ici, il n'y aura rien. Vous serez complété par... Comme prise en charge de l'enseignement. Mais en dehors des enseignants, il y a le frais de fonctionnement des établissements scolaires. Rien. Jusqu'alors, c'était des 39 000 francs le mois. Combien a-t-on prévu? Silence radio. Voilà comment est-ce qu'on veut détruire le système éducatif. Et malheureusement, ils seront rattrapés parce que les enseignants, quand ils vont comprendre que cette histoire, c'est de la poudre de perlimpinpin... Et la mouka n'attend que ça. Non, on n'attend pas ça. Parce que nous, on veut avoir des élèves bien éduqués. On réalise que la gratuité de l'enseignement, ce n'était pas une mince affaire, et qu'on se rend compte que c'est un couteau à double tranchant. Bon, moi, je ne vais pas présenter ça comme une très grande affaire impossible à réaliser, mais plutôt je réalise qu'il y a une précipitation par rapport à la date de la rentrée scolaire qui est fixée au 2 septembre de chaque année. On a improvisé. Je crois. Je vais démontrer. Donnez-moi un peu de temps pour que nous ne soyons pas à l'air. Je connais une école qui existe bel et bien au Congo parce que c'est une décision nationale. Je précise l'endroit, ceux qui nous suivent et les autorités, prenez note. L'école est à Maziamou. Maziamou, dans le Kwango, dans les territoires de Féchi. Cette école est une école qui a 18 salles de classe. Avec 18 salles de classe, cette école a 32 agents. Dans les 32 agents, il y a 7 agents seulement qui sont payés par l'État et 25 agents sont des non-payés. Vous parlez des enseignants. Des enseignants qui sont des non-payés. Vous comprenez? En termes de frais de fonctionnement, parce que quand on dit gratuité, c'est-à-dire que c'est cette gratuité qui doit être remarquée auprès des ménages. Ce sont les ménages qui vont réaliser qu'il y a gratuité, parce qu'ils ne vont pas sortir l'argent. Mais pour l'État, ce n'est pas une gratuité, parce que lui, il prend en charge les frais y afférents. C'est-à-dire qu'il y a un problème de fonctionnement. Dès que vous donnez les go de la gratuité le 2 septembre, donc c'est-à-dire que vous mettez en marche le fonctionnement des écoles. Or, ces écoles ici, par exemple, ne peuvent pas ouvrir parce qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement. Parce qu'ils bénéficient des frais de fonctionnement des parents. Dès lors que les parents ne vont pas donner des frais de fonctionnement, donc cette école, le 2 septembre, ne peut pas ouvrir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se fait d'habitude pour que ces gens fonctionnent? C'est-à-dire que le préfet de cette école, dès qu'il y a rentrée scolaire, lui, il va dans le même village chez un commerçant, il va emprunter les cahiers, les lattes, les craies et consorts. Pour faire fonctionner cette école, dès que les parents vont commencer à payer, lui, il va aller résoudre les problèmes avec les commerçants. Mais maintenant... Là, c'est affiché. Là, c'est affiché. Parce que c'est une décision nationale. Mettez-vous maintenant en tête qu'il y a rentrée obligatoire et une rentrée gratuite dont les parents ne bougent pas. Donc, parce qu'il y a rentrée obligatoire, les 7 agents, les 7 enseignants qui sont payés, ok, et ils vont attendre. Mais ils vont attendre quoi? Ils vont attendre leur salaire. Quand on paye ici, la fin du mois par exemple de septembre, l'argent qui est payé ici pour leur compte, à Maziam ou dans ces villages, cela arrive un mois après. Donc l'argent de septembre, ils perçoivent ça au mois d'octobre. Donc, quoi qu'il en soit, cette décision veut dire quoi? Pour cette école, il y a fermeture jusqu'à l'heure où l'argent de frais de fonctionnement arrivera parce que le préfet là, lui-même, il est non payé. Il ne va pas prendre les risques d'aller emprunter chez le commerçant parce qu'il sait que d'habitude, l'argent que j'opère avec, je prends chez les parents. Et aujourd'hui, il ne sait même pas commencer par où. Il a les risques de ne pas être lui-même déjà payé. Alors, où est-ce que vous voulez en venir? Je voulais dire ceci, que la gratuité, c'est une bonne chose, parce que
Le savant qui a réfléchi la République, il a trouvé que la République a besoin d'un capital humain. Parce que l'on ne peut pas avoir un pays, même si vous avez des ressources multiples, mais quand vous n'avez pas de tête bien faite, donc cette République va disparaître. Et quand vous regardez l'allure où nous sommes en train d'aller, le Congo peut disparaître. Pourquoi? Vous savez bien, nos vieux, ils ont étudié mieux que nous. Nous, on a étudié difficilement. Nos enfants presque ont des diplômes, ils n'ont pas de savoir. Et leurs enfants risquent de ne même pas avoir les diplômes et ni les savoirs. Donc c'est ça le problème, la démarche elle est cruelle. Nous devons être réalistes, nous en avons besoin. Je sais que c'est un grand bouleversement. Mais parce que c'est un grand bouleversement, sur le plan sociologique, économique et politique, donc ce n'est pas un colloque organisé dans 2 semaines à la veille de 2 septembre qui peut résoudre cette question. Non. Le problème, c'est quoi? Dans notre pays, là où on a toujours raté les occasions, c'est parce qu'il y a un problème qu'on doit résoudre, concilier les connaisseurs scientifiques et les politiques qui ne sont que pour l'exercice des décisions prises par les scientifiques. Parce que vous ne consultez pas les scientifiques. C'est ça le problème. Alors les politiques se trouvent en difficulté. Vous qui êtes du cash, une semaine après, on se rend compte qu'on est allé trop vite en besoin. Mon cher frère John, quand j'étais en train d'écouter mon confrère Steve Kivuata et M. Focas, je me pose la question, en réalité, qu'est-ce que nous voulons? Je rappelle que cette constitution est de 2006. Et en 2011, on n'a touché que 8 articles. Sans toucher cet article de la gratuité sur l'enseignement, l'article 43. Ça, c'est ce que je rappelle. Je le rappelle à l'intention de tout le monde. Ça veut dire que ce terme ayant été consacré par la Constitution, c'était une obligation légale pour tout dirigeant responsable d'appliquer cette gratuité. Je rappelle que ça devait être appliqué depuis 2006. Parce que l'article 43 ne fait pas partie des articles révisés en 2011. Ça, c'est le premier aspect. J'aimerais rappeler, ici, il y a des choses que je ne peux pas laisser passer. Mon cher frère Steve Kivuata a dit que l'onction publique, on l'a de la population et Félix n'a pas l'onction publique. Non. Félix... L'onction populaire. L'onction populaire, merci. Félix a l'onction populaire. C'est parce qu'il a été porté par l'ensemble de la population congolaise comme le président de cette République. Ceux qui réclament cette vérité des urnes-là aujourd'hui, ils ne parlent même plus le même langage. Vous sentez comment il y a des diversions dans tous les sens dans la Mouka. En réalité, aujourd'hui, on ne pouvait plus parler de la Mouka. Parce que quand vous entendez Jean-Pierre Bemba, il n'a plus cette vision. C'est comme ça qu'ils sont allés créer la dynamique pour la vérité des urnes. Qui va en dehors même de la vision de la Mouka. Ça veut dire qu'ils ont compris qu'ils sont seuls dans un combat et ils ont été abandonnés à leur propre triste sort. Le pouvoir, on ne le vole pas. Effectivement, le président Félix Tshisekedi n'a jamais volé le pouvoir. Ils avaient, heureusement, aujourd'hui, je suis en face de maître Steve Kivuata, et il connaît la procédure devant la Cour constitutionnelle, qui est une procédure essentiellement écrite. Là, je peux parler en affirmant... Il n'y a rien à dire sur la gratuité. Non, bien sûr, j'utilise mes minutes à moi. Non, j'utilise mes minutes à moi et je vais y toucher, je vais y revenir. J'ai commencé par là. Une procédure essentiellement écrite, il sait comment est-ce qu'ils ont saisi la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, et aujourd'hui, ils ont été déboutés de leur action. Ils continuent à divaguer parlant de la vérité des urnes. En réalité, ça n'existait pas. Mon cher frère, la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, elle est effective. Ah bon? Effective. Et on parle même ici, j'entends même Focas dire qu'il n'y a pas de terme. C'est le dernier alinéa de l'article 43. Il n'y a pas de terme, il n'y a pas de montant. Non. On a évalué à 2 milliards 600 millions. 900 000 dollars américains. Près de 3 milliards. Hein. Bien sûr. On a évalué. C'est comme si on prend l'intellectuel congolais qui fait des choses sans réfléchir. C'est ce que je suis en train d'entendre. On a évalué à 2 jours de la rentrée scolaire. S'il vous plaît, est-ce que vous savez que cette gratuité
il y avait déjà des études qui étaient en train d'être faites depuis l'époque du président Kabila. Vous pensez que le président Félix est venu ramasser les données? Non. Les données ont existé. Il y avait déjà un travail de fond qui avait été fait depuis l'époque du président Kabila. Il y avait des éléments, il y avait des données. C'est comme ça que vous avez suivi le ministre, il l'appelle effectivement ministre intérimaire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va insinuer par dire ministre intérimaire, mais ce ministre, lorsqu'il est passé, il a bien dit que je suis ministre depuis 2 ans, mais on pouvait effectivement, s'il y avait la volonté politique, vivre cette gratuité il y a plusieurs années en arrière. C'est question de volonté politique. Et le président Félix Antoine Tshisekedi, président élu. Oui. Les 2,9 milliards, vous les aurez quand? S'il vous plaît, attendez. C'est pas vous qui posez les questions. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Les chiffres dans ce pays. C'est moi qui ai la parole. Le président Félix Antoine Tshisekedi, avec la volonté politique qu'il a, avec tout ce qu'on a vécu dans ces pays, avec les gestions de Mozito quand ils sont partis, le nombre de parcelles qui se sont achetées, l'argent qu'ils ont pu dilapider dans les caisses de l'État, si on prenait cet argent, si on prenait cet argent, non mais écoutez, je cite le nom de l'honorable Jekoko Moulumba, qui avait dénoncé. Donc c'est lui votre source. Un avocat qui cite Jekoko comme source. Non, mais c'est malheureux. C'est un honorable. Non, s'il vous plaît. Il a bien fait Mozito. Non, mais écoutez. Donc vous parlez d'un député, même pas d'une commission d'enquête. S'il vous plaît. C'est trop bas. Carrément pour un avocat. Oui, non, s'il vous plaît, Steve, vous aurez la parole. C'est un honorable député, à l'époque député national, qui avait des éléments. Et qui les a mis. Qui n'a pas agi comme commission d'enquête, comme un individu. Avec ça. S'il vous plaît. C'est trop bas. S'il vous plaît. Je suis en train de parler. Je ne parle pas d'un individu. On parle de quelqu'un qui avait que ça vous fait mal, Steve. Oui, ça doit faire mal. Non, ça fait mal parce que c'est un avocat. Il sait que ça doit faire mal. C'est trop bas comme argument. Mais est-ce que tu peux me laisser. C'est de la diffamation. Non, tu peux me. C'est une infraction. Vous aurez la parole, Steve. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer calmement? Maître David Chimanga. Mais revenons à nos débats. Je suis là. Je ne suis pas en l'air. Là, vous tirez dans tous les sens. Non. Je suis dans ce que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce que fait Mozito ici? Non, mais je suis en train. Écoutez, laissez-moi finir. Ok. Ça veut dire qu'il y a de l'argent dans ces pays qui partait dans des poches des individus qui construisaient des immeubles comme des champignons. Et que si on arrivait à canaliser toutes ces sommes d'argent dans ces pays, nous pouvons faire mieux que ça. Foulage des recettes. Effectivement, nous en connaissons. Et d'ailleurs, vous avez les rapports du conseiller spécial du chef de l'État de son temps, le professeur Emmanuel Janvier Luzolo Milessa. C'est pourquoi on doit aussi retrouver les 15 millions. Hein? Oui, c'est pourquoi j'ai tiré sur ça. Parce que l'État en a besoin. Il y avait des coulages de recettes. Et il est question que l'on puisse canaliser, question de volonté politique. Aujourd'hui, je rassure à mon cher frère Focas, qui, à l'entendre parler, effectivement, il est pour la gratuité. Il est allé chez lui à Féchi. Mais il est allé chez lui parlant des éléments de terrain. Je rassure à mon cher ami Focas, moi, j'ai l'avantage d'avoir un papa à moi qui est directeur d'une école primaire. Ah, ça c'est bien. Ça c'est l'avantage que j'ai. Je lui ai posé des questions sur cette gratuité de l'enseignement. Qu'est-ce que papa a dit? Et puis une école officielle, là, une école de l'État. Et il m'a effectivement dit que même dans leur salaire, il y a déjà un supplément de 140 000 francs. Représentant 70 000 francs congolais de transport et 70 000 francs congolais de logement. C'est une réalité. Ça c'est ce que je vous informe. C'est 140 000 francs de plus. Et en dehors de cela, non, je suis en train de donner des éléments de terrain. En dehors de cela, il y a les frais de fonctionnement qui seront mis à la disposition. Combien? Mais la rentrée, s'il vous plaît. On paye les. S'il vous plaît. Laissez-les atterrir. S'il vous plaît. Ne la tirez pas. Non, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. S'il vous plaît. Neville n'a pas encore. Nous sommes en train de parler ici. On devait d'abord, tout le monde devait dire félicitations et merci au président Félix. Et bravo. Là. Bravo. Déjà par rapport à cette volonté politique de vouloir appliquer la Constitution. Et que, c'est vrai, vous savez, tout début a toujours été difficile dans tous les domaines de la vie. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'ils vont avancer avec cette gratuité, il y aura des choses qu'ils vont corriger.
au fur et à mesure. Mais pour l'instant, la gratuité est effective, la rentrée scolaire a eu lieu. Mais Vilmoukoma, gratuité de l'enseignement, effet d'annonce, discours démagogique, où l'effectivité est déjà palpable. Vous savez, pour bien des cas, quand on parle de l'État, je le répète encore, il faut être un peu beaucoup plus sérieux que soi-même. Ici, d'abord, il y a lieu de saluer la volonté de reconnaître que nous venons de quelque part, nous allons quelque part. Une personne qui n'avait rien fait pendant beaucoup d'années et une personne qui a fait quelque chose, nous devrions d'abord, dans cette émission, lui dire sincèrement merci. Même si c'est de la démagogie. Parce que moi, j'ai même appris, même appris à travers les amis, que même les enfants de Fayoul en ont bénéficié, cette gratuité. Ce n'est pas seulement, ici, il n'y a pas lieu de placer les sentiments que je suis du cash ou de la bouka. Ici, nous parlons de la République. Quand on parle de la République, mais soyons conséquents. Il y a quand même lieu de reconnaître qu'il y a eu un débit. Toute chose a un débit. Quoi que difficile, mais c'est un débit. Ici, quand M. Foucault est en train de parler sur un atelier qui est monté dans 2 jours, non, mais je t'informe. Là, sois-en sûr que je t'informe. Ça, c'est une information que je te donne. Je ne vais pas engager un débat parce que c'est une information. On a commencé avec le séminaire. Ça ferait plus ou moins 1 mois que la présidence a organisé une commission des experts qui ont travaillé sur ça, matin, midi, soir. Je sais de quoi est-ce que je te dis. Ils ont travaillé sur ça. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Les résultats que tu en as bénéficié parce que cette année, tu ne payeras pas l'école pour tes enfants. Tu en as bénéficié. Il faut dire merci au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a plutôt des doutes pour son fléchi natal. Ici, il a bien évoqué une question. Mais c'est un monsieur qui n'allait pas acheter. Et ici, quand on parle de la gratuité, c'est encore là, il y a toujours une confusion. Quand on parle de la gratuité, on n'a pas dit que dans cette gratuité, on va vous donner des fournitures gratuites. Non. La gratuité, ce n'est pas on va te donner encore les cahiers, non. Mais toi... C'est pour les fonctionnements, c'est pas pour les élèves. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez dit ici, vous avez... S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous avez ici dit que les messieurs là, à Féchi là-bas, ils n'allaient pas acheter. Il allait toujours prendre pour payer. Mais il ne peut que continuer à faire cette même pratique. Il le prend, il sera payé pour aller payer aussi. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie. Nous devons d'abord saluer ce qui est fait et encourager que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo continue à faire ce qu'il a commencé. N'ayons pas cette habitude toujours de maudire la République. N'ayons pas cette habitude toujours de croire que si vous de la Mouka, vous venez dans les affaires demain, il y aura de la magie qui va se faire, vous allez créer de nouvelles écoles, matin, midi, soir. Non. Ayons d'abord l'habitude, à un moment, quand vous voulez agir, quand vous voulez réagir pour la République, oubliez d'abord que vous êtes de la Mouka. Comportez-vous d'abord comme un parent qui cette année ne paiera pas les frais scolaires. Qui un parent cette année, tu vas prendre l'argent que tu dégageais pour tes 3-4 enfants, tu vas déverser dans d'autres choses qui pourront bien t'aider. Ça, ici, nous disons que cette effectivité des rentrées scolaires a bel et bien eu lieu. Nous saluons l'initiative, nous saluons cette volonté politique, parce que dans ce pays ici où nous sommes, nous n'avons jamais vu ça. Si nos parents en ont eu en soixantaine, nous ne sommes pas nés de soixantaine, nous sommes nés de 80 ici, de 70, on n'a jamais vu cette gratuité scolaire. Merci beaucoup. Donc, nous saluons ça, nous remercions le chef de l'État et nous lui disons de continuer. Alors, Steve Kiwata, ça sera votre conclusion, mais il faudra quand même le dire, le souligner avec un stylo rouge, horreur au pays de Nelson Mandela. Comment expliquer que des Noirs s'attaquent à d'autres Noirs? Nulle part ailleurs, nous sommes ici, en Afrique. Effectivement, c'est regrettable, c'est très condamnable, effectivement, parce que nos amis noirs de l'Afrique du Sud doivent savoir qu'à un certain moment, ils ont bénéficié de la solidarité africaine du peuple congolais, surtout, et à l'époque du peuple zaïrois et de son chef de l'État. Aujourd'hui, ils sont en train d'aller pratiquement jusqu'à tuer les autres amis africains noirs, tout simplement parce qu'il y a un taux de chômage de 20 à 23%. Pourtant, nous, ici en RDC, on est dans le 60 à 70%.
on n'a jamais tué les étrangers. Alors qu'il y a aussi des étrangers qui font librement les commerces voilà, ici. Même le commerce de détail, pourtant c'est interdit par nos lois. Même là, effectivement, je vais finir par dire que si effectivement il fallait respecter tous les articles qui sont dans la Constitution et dans la loi, on est parti pour la gloire. La Constitution parle aussi du logement décent. Je pense qu'il ne va pas aussi décider de donner à tous les Congolais les logements décents maintenant. Au fait, nous ne sommes pas contre la gratuité. Vous devez comprendre cela. Nous sommes pour un enseignement de qualité. Et nous sommes pour que quand l'État prend les engagements, qu'il puisse le réaliser. Parce que nous devons savoir que les enseignants, comme dans le passé, ils peuvent nous créer une année blanche. Parce que lorsque les enseignants vont remarquer qu'en réalité, votre histoire de gratuité de l'enseignement, c'est un peu comme le saut de mouton, où vous n'avez fait aucune étude, vous avez commencé à construire et ça nous met des embouteillages, ils vont commencer à gréver, malheureusement n'ayant pas le moyen nécessaire parce que vous avez déjà décrété la gratuité, eh bien, on pourrait aller vers une année blanche. Parce que malheureusement, dans ce pays, malheureusement, on n'a pas la culture de chiffres. J'entends mon confrère, malheureusement pour lui, moi j'ai des connaissances en économie. Peut-être que lui, il est seulement dans les droits. Quand il parle de 2,9 milliards de dollars, c'est pratiquement 3 milliards de dollars. C'est presque le budget de notre État en ressources propres. Pourriez-vous mobiliser? Ce n'est pas une question de volonté, il faut dilapider. Les 15 milliards de Louzo, il ne les a jamais démontrés. Où est-ce que ça se trouve? Vous saurez faire de réformes pour arriver de l'année prochaine à mobiliser 3 milliards de dollars pour l'enseignement. Et je vous dis, vous ne devez même pas attendre l'année prochaine. Le premier trimestre, c'est cette année. Il faut mettre à la disposition de l'enseignement 1 milliard de dollars. On a toujours dit que ces pays a beaucoup d'argent. Mais c'est ça la comédie. Ouais. Personne ne dit le contraire. Nous avons des ressources en termes de potentialité. Mais il faut arriver à faire des réformes. Mais entre le temps que vous faites les réformes et le temps où vous avez des résultats, eh bien, ça peut prendre 1 année ou 2 ans. Pourtant, les engagements ont déjà été pris pour 3 trimestres. L'enseignement, c'est 3 trimestres. Le premier trimestre, c'est cette année. Combien de moyens avez-vous mis à la disposition de l'enseignement? Parce qu'il faut 1 milliard. Vous avez cité le 2,9 milliards, donc 3 milliards, c'est pas moi. Avez-vous le 1 milliard pour cette année, le premier trimestre, et 2 milliards pour l'année prochaine? Parce que si vous n'avez pas ce moyen, l'enseignant, je vous donne le cas le plus patent, c'est l'enseignant des écoles conventionnées catholiques qui recevait en moyenne une prime de 300 à 400 dollars. Vous lui avez enlevé ça en enlevant le frais de motivation. Est-ce que l'État a déjà de l'argent? Parce qu'il ne suffit pas de supputer, il ne suffit pas de rêver. Parce que vous n'allez pas nous donner vous n'allez pas nous donner effectivement de médicaments pour qu'on tombe dans le rêve. Nous sommes dans la réalité. Vous n'avez pas cet argent. Malheureusement, c'est une politique de saut de mouton qui risquera malheureusement de donner des résultats négatifs. À un moment, vous avez vécu en Afrique du Sud, lorsque les nouvelles aussi pathétiques vous parviennent du pays de Nelson Mandela. Quelles sont les idées qui vous traversent l'esprit? Ça sera aussi votre conclusion. C'est un problème de gouvernance qui se pose déjà à ce niveau-là en Afrique du Sud. Mais revenons un peu dans ce que nous disions ici. Oui. Vous savez, Maître David, avec tous mes respects, il a dégagé une énergie pour démontrer que si on arrivait au conditionnel à réunir les moyens, mais les problèmes de débat... C'est un préalable. Voilà, les débats que nous sommes en train d'engager avec vous, c'est l'effectivité de la rentrée scolaire à partir de la date du 2 septembre. Mais vous, vous êtes dans les conditions... Si on arrivait, c'est ça un peu la cacophonie dans ces débats. Ici, on est en train de parler de l'effectivité à la date du 2 septembre. C'est pourquoi, à l'introduction, j'ai dit que ce n'est pas une opération impossible. Mais c'est possible, mais en obéissant aux règles de la gestion de la République, qui est la planification, la programmation, puis vient l'exécution. Vous ne pouvez pas prendre une décision exécutoire pendant que sur la planification et la programmation, il n'y a encore rien. C'est-à-dire, il pouvait y avoir ces colloques, il pouvait y avoir cette intention de réunir l'argent, ça devait être en amont et non en aval. Pourquoi? Parce que on vous parle de l'effectivité. L'effectivité doit être constatée le 2 septembre. Mais je vous ai démontré ici que pour cette école,
Malheureusement, il n'y a pas eu effectivité et le président de la République l'a reconnu. L'école de Fèche. Oui, parce que cette école, le 2 septembre... c'est une école publique. C'est une école publique. Okay. Une école publique qui ne peut pas opérer. D'ailleurs, dans des villages, il n'y a pas d'école privée. Donc, ça n'existe pas. Donc, celui qui opère dans ces domaines-là, c'est philanthropique, ou bien il laisse la charge au moins... C'est pas un secteur rentable. Non, non, c'est pas... Qui va te donner l'argent là-bas? Et puis, il faut remarquer une chose. Les problèmes, la question qui nous est posée, effectivité. L'effectivité, il y a une date. Mais vous êtes en train de réfléchir comme si c'est une date qui viendra après. Mais déjà, on est passé. L'école ici ne va pas ouvrir et on n'a pas ouvert. Parce que le frais de fonctionnement n'a pas pu arriver avant le 2 septembre pour qu'elle fonctionne. Je vais atterrir par là. Et puis ici, la notion, l'article dont vous la lisez parfois mal. Quand on parle de la gratuité, on dit aussi obligatoire. Imagine-toi, dans une cité telle que j'ai cité l'école là, vous avez autant des élèves qui n'étudient pas à cause d'argent. Maintenant que c'est obligatoire. Donc tous ceux-là doivent aller à l'école. Ils vont s'asseoir où? David Chimanga. Qui va les enseigner? David Chimanga. Parce que le problème, ce n'est pas seulement la gratuité. C'est aussi le caractère obligatoire. Donc, il ne faut pas réfléchir avec les sentiments de majorité pouvoir. Et d'ailleurs, ceux qui vont en bénéficier, ce n'est pas vous. D'ailleurs, vous avez la possibilité, ayant des postes, de pouvoir payer des frais de minéral. Nous devons être plus heureux. Mais nous craignons que cela ne se réalise pas. Un mot sur la situation chaotique qu'on a fait. Non, on ne peut pas encourager. On ne peut pas encourager. L'Africain, nous sommes habitués... Est-ce que peut-on appliquer la loi du talion? Non, je pense que ce n'est pas encore le moment. Mais je pense que le président de la République a donné un signal en refusant de répondre à une invitation qui devait... Mais les leaders de la Mouka doivent être en ce moment en Afrique du Sud. Bon, ça c'est... Il y était. Il a dénoncé cette pratique. Et je pense qu'on ne peut pas encourager parce qu'ici, chez nous, nous avons reçu les peuples de toutes les nations africaines. Ils sont là, ils vivent avec nous. Donc, et chez nous, vous voyez même ceux qui sont en train de réclamer, on ne veut pas qu'on puisse toucher au bien des Sud-Africains parce qu'on estime que ce n'est pas ça notre nature. Eh bien, s'ils sont, je crois, Maître Steve qui voit à l'art élevé, 20 à 30% de chômage, mais c'est insignifiant par rapport à nous. C'est rien par rapport à nous. Donc, je pense que ça ne valait pas la peine. Et j'attends voir le gouvernement sud-africain intervenir rapidement, sinon ça ne sera pas bon. Mais j'aimerais rassurer encore une fois de plus mon cher ami Steve, les logements décents, nous y allons progressivement. Il y a des logements sociaux. Non, mais les logements sociaux. Non, s'il vous plaît. Mais c'est la conclusion. Les logements sociaux, on est en train de déconstruire. Pour les militaires. Non, pour les militaires, c'est pas pour les Congolais. Non, mais enfin, les Congolais. C'est pas pour tous les Congolais. Non, mais on commence quelque part. On commence toujours quelque part. S'il vous plaît, enseignement de qualité, vous l'aurez. Et c'est une incantation. Non, moi j'aimerais que l'on revienne ici avec Maître Steve Kivuata un mois après. Ça veut dire au mois d'octobre. Je pense que ça serait prudent. Pourquoi pas début janvier? Peut-être début janvier. Ouais, parce que maintenant, nous sommes en train de présumer. Est-ce que ça sera possible? S'il vous plaît, mon cher frère Fokaf. Quand vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Il n'a plus que 60 secondes. S'il vous plaît. Maître, je vous sécurise. Oui, merci beaucoup. Vous présumez, et je vous rassure que ce débat a commencé depuis l'époque de Kabila. Et mon co-débatteur de gauche, mon cher Neville, a rassuré que c'est depuis un mois. Donc ça veut dire que c'était en amont. Ce n'est pas en aval, s'il vous plaît. Non, on m'a quand même bouffé le temps. J'aimerais rassurer que ça va aller. Et l'effectivité, au 2 septembre, il y en a eu. Non, il y en a eu. Non, mais bien sûr, surtout. Ce que vous dites là, vous n'en avez pas apporté la preuve. Vous étiez ici avec nous. Vous n'en avez pas apporté la preuve. Donc, l'effectivité en date du 2 septembre, il y a eu la rentrée scolaire. Vous revenez fraîchement de l'Afrique du Sud. Comment vous allez expliquer ces cauchemars que vivent nos frères africains? Je crois que vous avez aussitôt réagi parce que vous avez organisé une marche de contestation. Vous comprendrez que nous sommes animés par un sentiment de patriotes. Au-delà des mots, au-delà des discours,
nous nous mettons sur terrain pour agir de ce qui est de la patrie. Nous avons organisé hier un sit-in devant l'ambassade de l'Afrique du Sud, où nous avons officiellement parlé avec l'ambassadeur sud-africain ici, en RD Congo. Nous lui avons dit clairement, il nous a reçu, il nous a même officiellement remis leur sentiment aussi vis-à-vis de ce qui se passe en Afrique du Sud. Ça, c'est un document officiel de l'ambassade. Justement, il est ici. Il nous a rassuré qu'ils vont faire quelque chose avec leur gouvernement. Vous avez aussi remarqué que l'histoire, hier, le président Cyril, il en a lui-même aussi parlé. Mais on attend déjà des représailles par-ci par-là. Nous condamnons ce qui se passe. Nous sommes des Congolais. Un Congolais est connu comme un peuple hospitalier. Naïf. Un Congolais, ce n'est pas naïf. L'hospitalité, ce n'est pas de la naïveté. Il faut éviter ces propos-là. Nous sommes des Congolais, nous avons notre manière d'agir, nous avons nos méthodes à nous, d'appréhender les questions déjà. Merci, Lévi. Mais nous savons que nous avons déjà fait quelque chose pour leur faire comprendre que nous sommes un peuple, nous méritons respect, comme eux veulent qu'on leur traite mieux aussi ailleurs. C'est vraiment une honte au pays de Nelson Mandela. Nous pensons tous que là où Nelson Mandela est, il est en train de pleurer. Merci beaucoup à Neville Mukoma, vous êtes coordonnateur national de Force AVK. Force AVK veut tout simplement dire Force Vital Kamere. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup à Maître David Chimanga. Lui, c'est un analyste politique proche des caches. Merci beaucoup, Maître. Merci, John. C'était à la fois un honneur et un plaisir. Merci à vous, l'homme de la politique au Sony. Merci, John. Merci. Un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux comme toujours. Merci. Et Maître Steve Kivuata, qui a valablement représenté la Mouka avec son franc-parler légendaire. Merci beaucoup. Merci. Maître Steve Kivuata, merci à vous. La rediffusion de ces magazines, déjà, c'est samedi à partir de 10h30 et la nuit du dimanche, du dimanche à lundi, à partir d'1h30. Sinon, retrouvez votre magazine Débat 24 le vendredi prochain à la même heure. Au revoir.